Bonsoir à tous, bienvenue donc, deuxième cycle des petites leçons de ville consacrées aux équipements publics. Nous allons donc en étudier 5 d'ici à la fin de la saison, un équipement public par mois. Et si on parle d'équipement public, évidemment, ce n'est pas un hasard. Parler d'équipement public, ça a un sens parce que nous sommes ici au cœur de Paris, une ville dense qui regorge d'équipements publics. Et donc, en nous intéressant 2 heures par mois à ces équipements, on prendra peut-être plus le temps de les regarder, encore une fois, et dès ce soir, d'ailleurs, en quittant le pavillon de l'Arsenal, on sera peut-être plus amené à lever les yeux encore vers les bâtiments qui nous entourent. Et pour ouvrir nos discussions, je me tourne vers vous, Catherine Bouve, bonsoir. Oui, je m'assure que vous avez un micro, vous avez bien un micro, c'est bon. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, chercheur associé au laboratoire Experis de l'Université Paris 13. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des crèches, les relations entre les parents et les professionnels de la petite enfance. Je crois savoir que vous avez même été éducatrice, je ne dis pas de bêtises. Éducatrice de jeunes enfants, oui, donc c'est dire combien ce sujet vous parle et combien vous êtes experte en la matière. Alors vous nous proposez ce soir, en ouverture de notre petite leçon de ville, une histoire des crèches à travers l'étude de ce que nous racontent les espaces de la crèche, depuis le contexte qui préside à la création des crèches jusqu'à leurs formes actuelles, et en passant notamment par l'un des grands projets qui sous-tend toute leur évolution, l'éducation de la famille à travers l'accueil des enfants. Je vous laisse maintenant la parole, donc vous allez nous expliquer, pour commencer peut-être la première crèche qui voit le jour à Paris en 1844. Il faut prendre un peu de recul, revenir encore un petit peu en arrière pour bien comprendre le contexte sociopolitique de l'époque. On vous écoute. Oui, donc je vous propose de faire non pas un retour vers le futur, mais avant de s'intéresser au futur et aux crèches en construction, de repartir vers le passé. Et poursuivre un peu l'évolution des représentations qui ont présidé et qui ont accompagné la création et le développement des crèches collectives. Voilà, donc c'est une création qui se fait dans un espace social et politique qui est marqué par une forte instabilité politique, avec différents événements qui jalonnent tout le 19e siècle. Notamment la monarchie de Juillet, la révolution de février 48, l'installation de la Seconde République en 1848, le coup d'État de 1851 et le Second Empire 1852, et enfin donc l'avènement de la Troisième République en 1870. Voilà, donc tout ça génère un fond social et politique extrêmement mouvementé avec des émeutes, des révolutions. En lien aussi la question de l'industrialisation et l'émergence du capitalisme qui va se développer au XIXe siècle avec l'émergence d'un prolétariat urbain, l'exode rural, le travail des enfants, la question du travail des enfants qui va devenir aussi une question nationale au XIXe siècle. La première loi, elle date de 1841, c'est pas si vieux que ça, regarde de l'histoire. Et cette première loi sur le travail des enfants, notamment, elle interdisait donc ce travail avant l'âge de 8 ans, puisqu'auparavant, on pouvait trouver des enfants qui travaillaient dans les usines, les mines, dès l'âge de 3 ans. Et donc le travail interdit avant l'âge de 8 ans et à partir entre 8 et 12 ans, des journées de travail limitées à 8 heures par jour et non pas à 12 heures ou plus. Voilà, la question aussi qui va être importante et qui va être accompagner la création et le développement des crèches jusqu'après même le XXe siècle, la question de la légitimité du travail féminin. Voilà. Et autre élément aussi du contexte qui préside à la naissance des crèches, c'est toute la question de l'industrie nourricière et des discours qui disqualifient la famille prolétaire comme instance éducative favorable à l'enfant, en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, la question de la mortalité infantile et de l'hygiène publique qui se développe. Alors, notamment l'industrie nourricière, c'est une pratique sociale donc extrêmement répandue au XIXe siècle qui touche tous les milieux sociaux,
que ce soit les familles prolétaires, indigentes, ouvrières ou bourgeoises, hein, mais avec des modalités bien évidemment différentes. Et donc, ce qui va être dénoncé et qui va constituer une question nationale aussi au cours du XIXe siècle, c'est ce développement anarchique de la garde des jeunes enfants et le déplacement des enfants. Donc, il va y avoir des officines, notamment à Paris, qui vont convoyer les enfants dans les provinces, puisque plus l'enfant est gardé au loin et moins la garde coûte cher aux parents. Et puis par ailleurs, l'air aussi de la capitale est réputé extrêmement malsain, donc envoyer les enfants au loin était considéré comme une chose positive pour leur santé, quand bien même ce négoce entraînait une surmortalité des enfants à l'époque. C'était des enfants qui étaient convoyés dans des carrioles avec des chevaux, enfin voilà. On n'avait pas les transports d'aujourd'hui et nombre d'enfants mouraient aussi en cours de route. Je ne sais pas ce que je fais avec... voilà, c'est une petite phrase qui est tirée du bulletin des crèches, qui date de 1847 par le docteur Siri et qui... là évoque, qui décrit en fait les nourrices. Voilà, je vous la laisse découvrir, un de ces êtres hideux, trafiquant des corps et des âmes ainsi que de viles marchandises, qui, habiles à exploiter un reste de lait que la nature oublia dans leur sein, vont de famille en famille offrir et leurs mamelles flétries et leur lait équivoque. Le succès couronnant leur audace, elles partent enrichies de plusieurs nourrissons qu'elles emportent comme une proie. Voilà, donc on trouve vraiment des discours haut en couleur sur l'incapacité de ce qu'on appelait les nourrices mercenaires, mais aussi parallèlement il y aura le même type de discours concernant les familles indigentes. Voilà, donc la toile de fond aussi, donc c'est toute cette question de la pauvreté, des abandons, je ne l'ai pas noté là, j'ai oublié, des infanticides aussi, hein, qui sont évoqués, l'industrie nourricière, le travail des enfants, qui convergent donc vers une prise de conscience nationale, c'est la question de la mortalité infantile et donc la dépopulation. Voilà, on parlait aussi de la dénatalité. Là-dessus, les politiques se diront qu'ils peuvent peu jouer sur la question de la dénatalité. On peut difficilement forcer les couples à faire des enfants. Par contre, il y a toute une prise de conscience qui va se faire autour de la question de la mortalité infantile et de la possibilité de lutter contre la mortalité infantile. Voilà, avec parallèlement aussi un discours sur la dégénérescence aussi de ce qu'on appelait la dégénérescence de la race. C'était, voilà, donc là aussi un autre exemple de propos qu'on peut trouver sur les familles pauvres, indigentes, qui étaient donc le public à l'époque des premières crèches, avant même qu'elles soient fréquentées par les familles ouvrières à partir de la fin du 19e jusqu'à l'après-milieu du 20e siècle. Les crèches sont d'abord fréquentées, elles sont conçues à destination des familles et des populations indigentes. On doit la création de la première crèche, qui s'appelait la crèche de Chaillot, à Firmin Marbeau, qui était donc un avocat, un homme politique. Il a été adjoint au maire je crois que c'était le premier arrondissement, mais qui devait correspondre à l'époque au 8e actuel, et qui fait partie d'un courant qu'on appelait donc le catholicisme social, et qui va développer de nombreuses idées autour de l'économie sociale. Alors, il prendra exemple sur l'importation des infant schools en France sous le nom d'asile, qui deviendront plus tard les écoles maternelles, et qui se dit que les écoles maternelles accueillant à l'époque les enfants à partir de 2 ans, il fallait faire quelque chose pour les enfants à partir de la naissance. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui s'applique vraiment activement au sein d'associations de sociétés. Et donc le comité local d'instruction primaire, c'est ensuite à partir de là aussi que viendront les asiles.
Voilà, donc la première crèche s'est implantée le 18 novembre 1844 à Chaillot, à Paris. À l'époque, il n'y avait pas d'architecte. Et on implantait les crèches. Les premières crèches se sont implantées dans des maisons bourgeoises qui étaient soit prêtées, soit données par des familles fortunées et qui voulaient œuvrer donc au développement de cette institution pour venir en aide aux familles démunies. Voilà, alors le terme de crèche, il est arrivé par analogie avec la crèche de Bethléem. Hein, donc les crèches seront dirigées par les congréganistes. Ce seront des sœurs, bien souvent, qui dirigeront les crèches bien avant l'arrivée des puéricultrices ou des infirmières. Voilà, donc 12 berceaux, quelques chaises, quelques petits fauteuils, un Christ, un cadre sur lequel est affiché le règlement. Voilà de quoi se composait le mobilier de la crèche. Hein, donc là, c'est Marbeau qui parle. 12 berceaux. Voilà, le règlement est composé de 12 articles. Hein, donc on voit aussi la référence aux 12 apôtres. Donc la crèche va être vraiment d'inspiration religieuse, hein, et toutes les pratiques, la philosophie, entre guillemets la philosophie, la pensée, hein, qui se développe autour des crèches s'appuie sur la religion. Voilà, on trouve aussi dans cette expression un 12 berceaux, quelques chaises, quelques fauteuils, un cadre, quelque chose aussi qui renvoie aussi à comme un vœu de pauvreté. Hein. Il n'y a pas de superflu dans les crèches, il y a le strict minimum. Voilà aussi un propos donc tenu par Firmin Marbeau, hein, augmenter et améliorer la population, épurer les mœurs de la classe pauvre, l'exciter à la propreté, à la résignation et lui faciliter les moyens de travailler, lui inspirer de la reconnaissance et du respect pour la religion, pour les institutions et les lois du pays, la contraindre à force de bienfaits à ne pas haïr les riches. Hein, donc là, le toile de fond, hein, l'instabilité politique, les émeutes, etc. Il y avait vraiment derrière ce projet des crèches, hein, de la part des philanthropes, le souci de pacifier la société et de faire se réconcilier, comme il disait, les classes pauvres et les classes riches. Voilà une anecdote. Les berceaux, hein, là, qui sont évoqués sur la première création de crèche et par la suite, hein, pour les suivantes, les berceaux sont offerts par des familles aisées, hein, et devant donc chaque berceau, il y a une plaque qui donne le nom de la famille qui a offert ce berceau, de façon à ce que la famille pauvre sache qui remercier pour l'accueil de son enfant. Et lorsqu'une crèche ouvre, hein, il y a des mondanités qui s'organisent autour des créations de crèches et de cette philanthropie. Donc à chaque ouverture de crèche, il y a une inauguration qui est faite, où on invite donc le curé de la paroisse, le maire de l'arrondissement, et puis les familles pauvres qui vont bénéficier de la crèche, les familles riches qui ont contribué aussi à l'ouverture de cette crèche. Voilà. Et il y a des artistes aussi qui sont invités pour déclamer des poésies, et au final donc le curé bénit la crèche. Hein. Donc il y a toute une socialité qui est organisée autour de ça. Voilà, toujours autour de ce projet, hein, il y a cette idée, hein, que la crèche, vous voyez, la crèche, c'est pas seulement garder les enfants, mais derrière le projet de garde des enfants, il y a tout un projet social et politique extrêmement large. Hein. Donc diminuer le nombre des infanticides, des vols, des crimes, des suicides. Hein, donc, là, on
n'a pas peur, hein. Même si sans doute il faudra toujours des échafauds, des prisons, des gendarmes, etc. Donc il y a une forme de normalisation derrière. Donc là, c'est la page de garde du premier livre qui a été écrit sur les crèches collectives, qui a été écrit par Firmin Marbeau, qui a été traduit dans de nombreuses langues étrangères, qui a été édité une douzaine de fois, puisque à partir de ce projet, hein, l'idée c'était pas de créer une petite crèche dans un quartier pour aider la population locale, mais c'était vraiment, il y avait une visée, j'ai envie de dire universelle, hein, parce qu'après Paris, on visait la province, on visait l'Europe et on visait le monde entier pour cette institution. Voilà, donc pour résumer, hein, donc le projet des crèches, c'est à la fois une lutte, hein, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'insécurité, pacifier les beurs, prévenir l'agitation politique, régénérer la race. Il y avait cette idée-là, parce qu'il y avait des problèmes aussi. Bon, je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi des épidémies de choléra, hein, au XIXe siècle. Hein, et donc, avec cette idée de mauvaise hygiène de vie, de promiscuité qui développait les maladies. Développement économique, expansion politique et étrangère, parce que dans ce projet des crèches, il y avait l'idée que les crèches allaient permettre de lutter contre la mortalité infantile, donc la population allait augmenter et grâce à ça, on allait pouvoir fournir en bras les usines qui se développaient. Donc il y avait cette idée d'encourager le travail des femmes, hein, pour développer le capitalisme économique. Et puis aussi, donc, les crèches permettant d'augmenter la population, on pouvait aussi dès lors penser à aller peupler les colonies étrangères qui se développaient. Il y avait tous ces arguments-là qui présidaient derrière le discours de création des crèches. Voilà. Sur le plan pédagogique, donc aussi, s'élabore l'idée, le projet d'un petit enfant éducable, hein, que le jeune enfant... Alors, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que pendant tout ce 19e siècle, et pas que au 19e siècle, dans les représentations, l'enfant n'est jamais mieux qu'avec sa mère. Hein. Donc, dans l'idéologie, c'est un enfant doit être éduqué par sa mère, hein, et non pas par une institution. Et là, il y avait quelque chose à la fois de paradoxal, mais que les tenants des crèches collectives tenaient assez bien. Hein. Voilà, donc l'idée d'un petit enfant éducable, hein, et notamment qu'il était possible d'éduquer collectivement des jeunes enfants. Ça, c'était assez novateur, hein, au-delà j'ai envie de dire, du conformisme et de la normalisation qu'il y avait derrière le projet des crèches, hein, normalisation des populations. Il y avait quelque chose de novateur, c'était de penser qu'on pouvait éduquer le jeune enfant. Voilà, après, il faut définir ce qu'on met par éducation. Mais donc, il y avait cette idée-là d'un jeune enfant éducable, et qu'à travers le jeune enfant, on pouvait atteindre la mère, et qu'à travers la mère, on pouvait atteindre le père, hein, et que tout ça rejaillirait sur la société en entier. Voilà, donc ce qui va être pensé au sein des crèches, c'est la question quand je dis modifier les corps et former les mœurs, hein, la question de l'air va être un gros sujet de discussion, avec l'eau, la propreté des lieux, la propreté du corps, l'alimentation, le jeu et l'éveil. L'air, enfin tous ces thèmes-là vont faire l'objet de nombreuses discussions auxquelles vont être associés les médecins dès l'origine des crèches. Donc toujours aux crèches vont être associés un vaste jardin. Il y a toujours cette question-là du jardin. Dans une ville où l'air est réputé malsain, voire putride, hein, les mauvaises odeurs. Voilà, pensez qu'il n'y avait pas le tout à l'égout, il n'y avait pas tout ce système de canalisation, hein, qui pour nous est évident, il n'y avait pas de salle de bain, etc. Hein, donc il y a toutes des instruments aussi qui vont être créés, pensés pour purifier l'air dans les crèches.
va y avoir des réflexions sur la température aussi idéale dans les crèches. Les médecins vont s'accorder autour de la température de 15 degrés. Ça peut nous sembler un peu frais, mais avec l'idée derrière que l'enfant, dans sa famille, il n'y avait pas de chauffage, ou peu, voilà, et que du coup, il ne fallait pas qu'il y ait un trop grand décalage entre la température dans laquelle vivait l'enfant dans sa famille et celui de la crèche. Il y avait cette idée de rester un peu dans les mêmes conditions sociales, puisque l'enfant, de par sa condition, de toute façon, était appelé plus tard à travailler dehors, etc. Donc voilà, il fallait un confort, mais un juste confort. L'eau, tout ça appelant aussi la propreté des lieux, la propreté du corps. Et on va commencer, et ça va être aussi un sujet de discorde entre les berceuses, les familles, etc., puisqu'on va progressivement demander aux berceuses, qui sont les anciennes professionnelles des crèches, qui étaient recrutées parmi les mères de familles indigentes, donc des mères qui étaient moralement irréprochables, qui avaient des enfants suffisamment grands, voilà, pour pouvoir être libérées de leur temps. Et donc, on va demander à ces berceuses de laver au moins une fois par jour les mains et le visage des enfants à grande eau. Voilà, et ça, ce sera un sujet aussi de polémique et de controverse avec les familles, parce que dans les représentations populaires, la crasse, elle est aussi considérée comme source de protection de la santé. Hein. Donc il y a toutes des représentations comme ça qui il y a comme à la fois une culture savante et une culture profane qui se posent et qui rentrent en tension progressivement. Voilà, donc l'alimentation, le jeu vont faire aussi progressivement l'objet de réglementations, de discussions. Voilà, donc je disais, dès l'origine, les promoteurs de la crèche s'appuient sur un discours et un dispositif médical. Voilà, autant le projet des crèches, ça va être de lutter contre la mortalité infantile, autant dès le départ, de nombreuses critiques vont s'élever, accusant les crèches, au contraire, de contribuer à la mortalité infantile. Marbeau, à travers la fonction religieuse, morale qu'il y avait derrière, pensait que les crèches ne pouvaient faire que l'unanimité, hein, et qu'elles étaient un sujet quelque part neutre. Hein, elles vont faire l'objet de batailles entre les philanthropes différents à l'intérieur même du milieu philanthropique. Hein. Voilà, alors l'exemple de l'espace au sommeil. Voilà, là on est sur du coup l'architecture intérieure peut-être, sur les espaces intérieurs, pas d'architecture. Mais donc les crèches vont être le lieu d'expérimentation de nouvelles pratiques de soins et de matériel. À la maison, donc l'enfant ne dispose pas de son propre espace. Hein. Il n'y a pas de chambre à coucher pour l'enfant, c'est une même pièce où toute la famille vit. Et où également un seul lit, ce qu'on appelait un grabat, où toute la famille dort. Hein. Il n'y avait pas non seulement pas de chambre et d'espace différenciés pour l'enfant, mais il n'y avait pas non plus de lit différencié pour l'enfant. Voilà, donc dans ce sens-là, la crèche va créer un autre espace. Elle va instaurer un espace qui va être propre à l'enfant, et qui va le mettre à l'abri de cette promiscuité qui est critiquée. Hein. Les modes de vie dans les familles vont être énormément critiqués. Et donc, ce qu'on va mettre en place, donc on va disposer des berceaux qui vont être réglés à distance, égale distance les uns des autres. Hein. Et ça aussi, ça va être donné comme modèle aux familles pauvres, hein, pour développer de nouvelles pratiques au sein des familles. Hein, donc, et là, donc à cette époque-là, donc si on regarde comment sont conçus les espaces intérieurs, ils sont essentiellement consacrés au sommeil. Hein. Il ne va pas y avoir au départ d'espace de jeu à proprement parler. C'est vraiment l'espace de sommeil qui occupe la plupart de l'espace de la crèche. Voilà, oui, ben ça je l'évoquais tout à l'heure, du coup, imposer donc le lavage des mains, le lavage des enfants, le lavage des
du visage. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être petit à petit normalisé aussi. Donc l'alimentation également. Voilà, donc cette phrase, elle est intéressante parce qu'on la retrouve alors formulée un peu différemment, mais le propos est identique au milieu dans les années 1950. On va retrouver le même type aussi de propos, que du coup l'enfant, quand il retourne chez lui, est déréglé concernant son alimentation. Donc là, il y a aussi une critique importante de ce qui est donné à manger au sein des familles. On va dire que les familles donnent de la nourriture inadaptée, grossière, en trop grande quantité, et que ça provoque aussi la mortalité d'enfants. Donc ce sont les médecins aussi qui vont réglementer l'alimentation, qu'elle soit au sein ou à la cuillère. Voilà, donc l'espace de l'allaitement va être aussi sujet à de nombreuses discussions. Au départ, au moment de la création des crèches, on encourage les mères à venir plusieurs fois par jour allaiter leurs enfants au sein des crèches. Et c'est même, on ne les invite pas, c'est même quelque chose qui fait partie du dispositif. On considère que, et dans la volonté de la crèche de montrer qu'au contraire, la crèche travaille à moraliser les familles et à vraiment faire en sorte que la mère prenne au sérieux ce devoir d'allaitement. Et le fait qu'elles viennent dans les crèches, ça leur permet de voir comment on s'occupe aussi bien de leurs enfants. Donc elles sont, voilà, il y a quelque chose. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va donc se mettre progressivement en place. Donc là, on voit sur la vignette donc on critique des mères qui quelquefois ne viennent pas allaiter leur enfant, mais chargent une autre mère à allaiter le leur, une mère qui vient, qui allaite le sien et puis celle d'une autre mère. Et donc petit à petit, donc ça va devenir quelque chose qui va être formalisé. Vont être mis en place des espaces dédiés à l'intérieur de la crèche. On va au fur et à mesure demander aux mères de ne plus pénétrer dans les crèches. Et puis on verra donc à la fin du 19e, il y aura une salle d'allaitement qui sera prévue spécifiquement et qui permettra à la mère de venir allaiter son enfant sans pénétrer dans la crèche. Voilà, donc je disais, à travers tout ce protocole et ce processus d'accueil du jeune enfant, c'est bien le rôle de la femme en tant qu'épouse et que mère qui va se discuter. Et si on tolère donc que la mère puisse déposer donc son enfant à la crèche, c'est uniquement sous couvert qu'elle travaille et que ce travail se fasse hors de chez elle. Et donc spécifiquement donc pour les familles indigentes, parce qu'on considérait alors que là, vraiment, le travail de la femme était indispensable à la survie de la famille. Voilà, avec une vision aussi très négative autour des pères qui sont plutôt absents du discours des promoteurs de la crèche. Et quand ils évoquent les pères, c'est pour dénoncer l'alcoolisme, les pratiques de fréquentation du cabaret, etc. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que la crèche va réformer la façon de vivre, va permettre de lutter contre le concubinage, par exemple. Donc là, il y aura des pratiques différentes. Il y a des crèches qui imposeront aux parents d'être mariés pour pouvoir bénéficier de la crèche. D'autres qui accepteront les parents non mariés, mais tout en œuvrant et en insistant et en aidant matériellement les parents pour qu'ils se marient. Il y a aussi, et la question du concubinage est une question assez importante aussi de discussion, qui est même mise sur le même plan souvent que les crimes. C'est quelque chose qui est très, très, très mal vu. Voilà, alors l'espace du jeu dans tout ça,
parce qu'aujourd'hui, il occupe énormément et il préoccupe là, les constructions de crèches aujourd'hui. À l'époque, c'est quelque chose qui reste marginal, même si il arrive dans les discours. C'est une réflexion qui se développe, et notamment par rapport à la possibilité de se mouvoir en liberté, hein, et non plus d'être mis au berceau toute la journée. À l'époque, hein, si l'enfant ne fréquente pas la crèche, par exemple les enfants qui sont gardés au loin dans les campagnes, eh bien, la plupart du temps, ils sont emmaillotés. Hein, ils sont emmaillotés, ils ne peuvent pas se mouvoir, et ils passent une partie de la journée aussi, quand ils sont gardés dans les campagnes, hein, chez ces nourrices, ils sont accrochés à un clou au mur. Voilà, et c'est pas, il ne faut pas le considérer comme de la maltraitance, mais comme un souci de protection de l'enfance, puisque à l'époque, les familles vivaient avec les bêtes, hein, qu'il pouvait y avoir des cochons dans les maisons, et donc il s'agissait bien de préserver l'enfant, qui ne se fasse pas manger par les cochons. Hein. Voilà, mais donc les enfants, cette pratique de l'emmaillotage était extrêmement courante. Hein, donc, et là, donc, dans les crèches, les enfants souvent étaient laissés très longtemps dans les berceaux, et il y a une critique qui va s'élever de la part des médecins par rapport au manque d'espace, hein, dans ces établissements, à l'absence de mouvement des enfants, à l'absence de jeu, et ils vont donc développer un discours et inciter les organisations de crèches à mettre des tapis au sol, des tapis de jonc, des couvertures, des paillassons, etc. et de sortir les enfants des berceaux pour leur permettre de se mouvoir sur ces paillassons. Voilà, donc on voit là un médecin, docteur Isarié, qui dit « Ces vives créatures qui ne demandent que de la place et du mouvement, empaquetées, tristes, immobiles, se momifient dans ces fauteuils où elles semblent incrustées. » Hein, il y avait aussi une critique de certains équipements aussi qui naissaient, qui s'expérimentaient, hein, pour occuper les enfants. Voilà, avec un conseil qui va arriver, donc de créer dans les crèches, de mettre en place 2 espaces, un espace pour le sommeil et un espace pour le jeu. Hein, donc ça va venir petit à petit. Il va y avoir aussi, au niveau de la conception des espaces, des évolutions au niveau du mobilier. Il y a un mobilier qui va un petit peu, entre guillemets, révolutionner l'organisation des crèches. C'est ce qu'on appelle la pouponnière, le meuble pouponnière, qui va être créé par Jules Delbrouck. Et de là, progressivement, il va y avoir une évolution en fait de la représentation, de la conception architecturale des crèches. Delbrouck, lui, va proposer, hein, et ça va mettre du temps à se mettre en place, mais il va proposer donc 3 grandes pièces avec une salle de jeu centrale. Alors là, il est parti dans quelque chose de très utopique. Il parlait de jardin aussi, de salle des poupons, de salle des berceaux. Et donc, il demande à ce qu'aucun lit ne soit installé dans la salle de jeu. Et donc, on passe, hein, avec cette idée d'organiser l'espace en fonction des classes d'âge et non plus de mélanger tous les enfants ensemble. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on revient, hein, sur ces questions-là aussi, d'une autre façon. Et donc, de passer d'une pièce unique avec des salles spécialisées. Et là aussi, on va arriver aussi avec ça, avec ces idées-là, à une spécialisation, une professionnalisation des professionnels de crèche. Auparavant, la berceuse, elle était absolument polyvalente. Donc, elle démarrait sa journée à 5 heures le matin, puisque les crèches ouvraient à 5 heures et fermaient à 20 heures le soir. Hein, elle laisse décalquer un peu sur le fonctionnement des fabriques. Et donc la berceuse, elle s'occupait aussi bien de la propreté des locaux que de s'occuper des enfants dans la journée, que de faire les courses, le repas. On lui demandait même si il lui restait un petit peu de temps de tricoter ou de fabriquer des vêtements pour les enfants. Voilà. Et donc petit à petit, donc avec la spécialisation des espaces, il va y avoir aussi une spécialisation des professionnels. Et donc on va avoir, l'idée va arriver donc de séparer les espaces donc de jeu, de repas, de sommeil, avec aussi un cabinet de toilette entre les espaces. Et donc je le disais tout à l'heure, les mères vont être reléguées en fait dans une pièce annexe.
Voilà, donc pour avoir une idée de ce meuble pouponnière. Ça permettait aussi, parce qu'on s'était repéré que des fois des enfants, on oubliait de donner à manger à des enfants, et ce meuble pouponnière va permettre à une berceuse de donner, comme on dit, la béquée à tour de rôle aux enfants sans en oublier. Et donc les enfants pouvaient se mettre donc debout dans ce meuble et se tenir sur le côté pour ceux qui commençaient un peu à marcher. Il y a des innovations donc, qui vont petit à petit s'installer. Et ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que avec l'arrivée de la Troisième République, la Troisième République 1870, va faire que les républicains vont se servir des médecins pour vraiment orienter complètement les crèches sur une forme d'hygiénisation. Et ça va permettre de sortir les religieux des crèches. Et donc les crèches vont passer sous la gestion de l'assistance publique. Et je vais passer plutôt, comme il reste que 5 minutes, voilà, sur un plan de crèche, là qui date de la fin du 19e, là où on voit des locaux donc, qui sont spécifiquement du coup pensés pour l'accueil des enfants et où là on est dans un dispositif complètement hygiénisé avec un sas d'entrée, un vestibule, une salle de réception, donc il y aura un cabinet de médecin et à partir de là, donc petit à petit, l'enfant va passer par tout un sas où il va être dépouillé de ses habits, lavé, revêtu les habits de la crèche, et ça va perdurer même après le milieu du XXe siècle, et on va même, il va y avoir ensuite par la suite même des guichets qui vont s'installer où les parents devront donc, pour éviter d'amener pour en discuter, leurs microbes à la crèche, on va leur demander de donc passer les enfants par un guichet, ils ne pourront plus du tout rentrer dans les lieux. Dans les lieux. Et puis donc là, on voit sur ce plan donc qu'il y a des espaces différenciés en fonction des âges, avec dans le coin à droite la salle d'allaitement. Voilà, donc là, on est sur un autre plan qui date des années 1950-1949. Et là où on voit que si l'espace de sommeil occupe encore une place importante, il y a vraiment des espaces de jeu spécifiques qui ne sont pas résiduels, qui ne sont pas tout petits, qui se mettent en place. Alors on a toujours l'idée, le hall avec la salle de triage, le bureau de l'infirmière, le médecin, etc., qu'occupe, on voit encore, occupe une place extrêmement importante. Mais l'espace de sommeil reste conséquent sur ce plan, on voit bien sur la superficie. Quelques photos en fait qui montrent aussi, par exemple, si on prend de 1950 à aujourd'hui, le rapport à l'eau. Si vous voyez la photo tout en haut au centre, on voit donc deux berceuses, qu'on les appelle encore les berceuses, qui là le rapport à l'eau des enfants, c'est à travers la toilette. Voilà, on voit aussi dans la deuxième photo des enfants éloignés les uns des autres qui sont dans des parcs avec une activité de jeu quand même qui paraît assez pauvre et qui donc renvoie à une période aussi où on était plus sur une logique de garde que d'accueil et d'éducation du jeune enfant. Et là, on voit que du coup, il y a un renversement en fait qui s'est fait dans le rapport à l'enfant et à la représentation. Voilà, là, des espaces intérieurs où on voit des espaces aussi où l'accueil est pensé en direction des familles avec des canapés ou des fauteuils qui sont aussi à la taille des adultes et pas que des enfants. Voilà, des espaces pédagogiques aussi, avec donc des pratiques à la fois d'éveil artistique. On voit des marionnettes. Voilà, des espaces aussi liés là à l'éveil musical des enfants. Et je voulais juste faire une ouverture pour terminer sur les espaces extérieurs. Voilà, on l'avait évoqué. Je voulais faire cette ouverture-là parce que, me semble-t-il, aujourd'hui, dans ce que j'observe, puisque
disiez, j'ai été éducatrice de jeunes enfants, mais aussi formatrice, responsable de formation. Donc voilà, les terrains, je les connais. Et me semble-t-il, aujourd'hui, on voit de plus en plus, ou de moins en moins, d'équipements petite enfance avec des espaces où l'enfant peut accéder à la pelouse, à la terre, etc. Donc ce sont des revêtements qui sont, je ne sais pas exactement le matériau, mais en tout cas qui amortissent les chocs. Voilà la philosophie du risque zéro. Mais du coup, l'enfant n'a plus la possibilité tellement de prendre des risques. Voilà, donc je voulais terminer sur la question des espaces extérieurs. Merci à vous. Merci beaucoup.